l'Écotone live plus on air, samedi 6, dimanche 7 septembre de midi à midi. Donc là, on est parti pour un plateau radio, justement, consacré aux radios associatives de la région Languedoc-Roussillon, avec deux personnes de la Franc-L'air. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que veut dire la Franc-L'air, vite fait? Alors Franc-L'air, c'est la fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Nous avons l'animateur, Michael Scherp, qui vient de parler. Et puis nous avons quelqu'un que l'on connaît bien sur l'écho des Garrigues, Laurent Chagnac, bonjour, qui est secrétaire de cette fédération basée à Montpellier. Oui, tout à fait. C'est donc une fédération qui regroupe donc sur l'Hérault, Gard, Lozère, Aveyron et. Aveyron fait pas partie de Languedoc-Roussillon. Pas encore. Ça va venir. PO, Haute, voilà, Gard, Lozère. Voilà, qui regroupe une trentaine de radios. Il paraît que les radios associatives vont mal, c'est vrai? Alors, il paraît que les radios associatives vont mal, ou même, je dirais plutôt, vont peut-être très très mal depuis déjà quelques années. La situation est effectivement difficile. Bon, je pense qu'on est en train de subir la crise de plein fouet. Il y a 600 radios associatives en France, mais il y a des radios qui disparaissent du fait de baisse de subventions, hausse des charges, voilà, plein de choses dont on aura l'occasion de parler. Combien de radios, Michael, radio associative, donc radio de catégorie A? Il faut expliquer un peu ce qu'est une radio de catégorie A, donc c'est une radio associative. Alors, radio catégorie A, exactement, c'est une radio associative qui ne fait pas de pub, ou très peu, comme l'écho. Il faut savoir qu'une radio associative de catégorie A a droit à un maximum de 20% de pub dans ses recettes globales. Et ce qui fait que, du coup, le fonctionnement se fait par d'autres moyens financiers, notamment par les aides publiques. Les aides publiques, le FSER, donc fonds de soutien qui émane du ministère de la Culture, les aides des collectivités locales, et puis toutes les actions que les radios mènent, des actions pédagogiques, des actions culturelles, et des actions comme l'Écotone, menées aujourd'hui par l'Éco. Merci. En tout cas, elles ont une mission de radio locale de proximité. Tout à fait, oui. Il y a une grande mission, une mission culturelle, une mission sociale, parce qu'il faut savoir que dans certains lieux, notamment des lieux ruraux, peut-être assez reculés, la radio est vraiment le lien privilégié avec la population. Les gens, ils ont leur radio, ils ont leur animateur qui fait le lien, qui leur apporte les infos. Et pour ça, les radios associatives sont hyper importantes. Ils ont véritablement une mission qu'aujourd'hui, bien évidemment, le radio commercial n'assume pas et que le service public n'assume pas de partout. Qu'est-ce qu'il y a comme autre catégorie de radio? Parce que, par exemple, il y a les radios de catégorie B, qui ont quand même une mission locale de proximité. Oui, mais ce sont des radios. Avec un décrochage. Ce sont des radios donc qui sont privées, qui sont pas forcément sous le statut associatif. Ça s'appelle des SARL et donc ont le droit à beaucoup plus de publicité. Et après, qu'est-ce qui reste en catégorie? Après on a la KO, alors ça a un peu changé récemment, mais normalement il y avait les C, les C, D, E. Les C, ce sont ce qu'on appelle les têtes de, on va dire en gros les têtes de réseau. En fait c'est donc un réseau national, par exemple, on va dire avec un décrochage local. Voilà, avec un décrochage local. Pas un émetteur passif. Voilà, et en général c'est donc d'autres structures en fait qui reprennent le programme. C'est pas la tête même du réseau qui reprend le programme, c'est une structure à part. Et après vous avez les D et les E qui sont en gros c'est les radios, c'est tout le réseau Radio France, c'est Europe 1, c'est RTL, ça c'est voilà. D donc sont des radios avec un émetteur passif, et E c'est radios d'État ou périphériques, c'est ça? Non, pas trop. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire passif. C'est-à-dire qu'un émetteur qui est basé dans une ville comme Montpellier sans aucun décrochage. Ah oui, tout à fait, oui, style bien sûr. Europe 1, RTL, un truc comme ça. Voilà. Donc 5 catégories de radios et donc effectivement donc les radios associatives elles ont droit à faire de la publicité, on précise, mais c'est 20% du budget, voilà, pas plus que ça. Il y a quand même peut-être des radios associatives qui s'en tirent bien en France ou même dans la région. Il y a des radios qui s'en tirent bien mieux que d'autres, évidemment, puisque au niveau de la pub, il y a des radios qui en font pas du tout, comme vous. Et il y a des radios qui essaient de pousser au maximum, ce qui fait que ils ont des recettes publicitaires. Puis après, en fonction des actions menées, les radios vont s'en sortir plus ou moins bien, en fonction des aides reçues, en fonction de partenariats divers, éventuellement de mécénat. Donc les situations, ne serait-ce que dans la région, sont très variées. Il y a des radios qui sont en très très mauvaise difficulté et d'autres qui se posent pas la question des moyens, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est la solution pour ces radios?
Solution pour les radios, de toute façon, je pense que ce problème des financements, c'est un problème que l'on peut généraliser un petit peu au milieu associatif. Et la réponse, il n'y en a pas vraiment. Disons qu'il y aurait plusieurs pistes, notamment un petit peu, c'est diversifier les modes de ressources, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les ressources publiques, donc FSUR, donc Fonds de soutien qui émane du ministère de la Culture et aide locale, sont la manne financière principale. Mais il faut savoir que tout ça, bien sûr, a tendance à baisser. Donc, il faut aller chercher ailleurs les financements qui permettront de pallier à ces baisses et surtout aux hausses de charges dont parlait Laurent tout à l'heure. Oui, et puis le problème, c'est que la recherche de financement aujourd'hui dans une radio associative, c'est un vrai travail. À la limite, il faudrait presque une personne qui ne fasse que ça, c'est-à-dire dans son travail, finalement, ce serait d'aller chercher des financements. Le problème aujourd'hui dans les radios associatives, c'est qu'on est devenu de plus en plus professionnel. On a vraiment acquis des réflexes professionnels. On fait un gros travail. On doit à la fois gérer de l'administratif, on doit faire de la radio en même temps. Très souvent, il y a des bénévoles qui sont derrière. Et le problème, c'est que la recherche de financement, c'est un temps assez énorme. Et on n'a pas forcément toujours le temps, effectivement, d'aller chercher des sous. Parce qu'avant tout, nous, on fait de la radio. Seulement, on nous missionne. L'État inscrit dans la loi, effectivement, la communication sociale de proximité. Et même le CSA, d'ailleurs, vérifie régulièrement que cette mission-là est respectée. Et nous, le problème, c'est il faut à la fois qu'on fasse de la radio et en même temps qu'on aille chercher des financements pour des missions qui sont, donc, comme je vous dis, qui nous missionnent, mais on ne donne pas forcément les moyens de ces missions. Et surtout que d'assurer ces missions. Et surtout que les dossiers sont de plus en plus compliqués à monter et ça requiert un vrai professionnalisme, ça requiert du temps que malheureusement les radios n'ont pas toujours, quoi. Voilà, surtout quand on s'intéresse aux portes de l'Europe où là aussi ce sont des dossiers très compliqués. L'Europe c'est extrêmement lourd, je pense qu'on pourrait parler largement plus d'une heure de ça, quoi. Il paraît que ce sont des dossiers quasiment impossibles maintenant, est-ce exact, à monter? Les dossiers européens ? Oui. Dossiers européens, non, c'est pas des dossiers forcément impossibles à monter, puisqu'il y a des tas de structures qui le font. Mais il faut savoir qu'il y a un petit peu un piège au niveau des financements européens. Le piège, c'est tout simplement qu'entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on a une réponse, il y a un temps infini. Et le moment où on a une réponse positive et où on a effectivement le déblocage des fonds, il y a également un temps certain. On m'a parlé pour certaines structures de plus de 2 ans. Ce qui fait qu'une structure peut très bien se lancer dans son projet en ayant eu l'aval de l'Europe et finalement se retrouve dans une très mauvaise situation parce que 2 ans après ils n'ont pas touché la subvention et du coup ils sont en très mauvaise difficulté. Donc subvention européenne c'est bien parce qu'il y a vraiment des sous, mais c'est à prendre avec des pincettes. Disons que pour pouvoir bénéficier de manière sereine des financements européens, il faut avoir un peu des sous de côté, quoi. Et de la compétence. Et beaucoup de compétences. Dans le montage de dossiers. Ces dossiers énormissimes qui sont vraiment épluchés de manière très méticuleuse par les fonctionnaires de l'Europe. Donc là, il y a tout un boulot, il y a vraiment des formations là-dessus, puisque ça ne s'improvise pas un dossier européen. Vous écoutez l'Écho 88.5, où nous parlons bien évidemment des radios associatives. Quelle est la situation de l'emploi dans les radios associatives dans notre région, Michael ? La situation de l'emploi, là encore, c'est varié d'une radio à l'autre. On peut très bien avoir des radios où il y a pas de salariés, ou peut-être un salarié en CAE, en contrat d'avenir, et d'autres radios où ils sont quasiment tous en CDI temps plein. Il y en a une ou deux dans la région, donc c'est vraiment varié. Alors, si on fait une radiographie un petit peu de l'emploi, puisque nous, dernièrement, à la Fédération, donc, on a mené une démarche qui s'appelle la GPEC, donc Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui nous permet un petit peu de connaître mieux nos structures, leur fonctionnement et leurs salariés. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que à travers cette étude, on s'est rendu compte que, en gros, il y a à peu près la moitié des radios qui ont recours à des contrats un peu classiques. Et d'autres. C'est-à-dire contrat classique, pour les citer. Des CDD, des CDI normaux, non subventionnés. Et tout le reste, c'est des contrats d'avenir, des CAE, donc des contrats précaires aidés par l'État, qui posent un vrai problème puisque ce sont des contrats à durée déterminée et ça amène vraiment un turnover énorme au niveau des radios. Il faut reformer les gens, c'est ça. Voilà, le problème c'est qu'après finalement c'est des gens qui sont formés dans les radios pendant 2 ans, 3 ans, et qui après effectivement la radio est obligée de se séparer de ses emplois pour repartir sur un nouveau contrat, et ce sont des gens finalement qui vont du coup c'est une perte pour la radio et on est obligé effectivement de reformer des gens. Bon, alors après c'est du personnel qui
peut aller travailler dans notre structure, hein, c'est le point positif. Enfin, on pourrait dire c'est positif, c'est qu'effectivement ces personnes vont après aller dans d'autres radios. Après, ça pose quand même toujours le problème des emplois précaires. C'est qu'en même temps, ce sont des gens dont le salaire n'est pas élevé et qu'on peut pas on peut pas aujourd'hui demander à des gens 35 ans ou 40 voire plus qui sortent du chômage et de se retrouver dans de l'emploi précaire. C'est aussi une lutte. À un moment, il faut aussi lutter contre l'emploi précaire dans les radios. J'ai l'impression, lorsque l'on regarde les offres d'emploi à travers la France, qu'on demande souvent à des gens de ne pas avoir travaillé pendant un certain temps pour postuler sur ces postes-là. Oui, parce que pour prétendre à un CAE, il faut être au chômage depuis au moins un an. Et puis bon, aujourd'hui, on va dire que les conditions sont moins favorables qu'à une certaine époque, puisqu'avant, on pouvait quand même arriver à décrocher des CAE de 30 heures, voire légèrement plus, puisque l'État subventionnait là-dessus. Mais aujourd'hui, l'État ne subventionne plus que sur les bases de 20 heures. Ce qui fait qu'une structure qui veut faire un CAE, mettons, de 30 heures, il a 10 heures à payer à taux plein. Donc, quand on enlève les dossiers, les montages de dossiers, il reste plus rien alors. C'est un gros problème tout ça, franchement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui passent plus de temps à monter des dossiers que de faire de la radio en fait? Oui, certainement, parce que ne serait-ce que sur Montpellier, on a l'exemple d'une radio où c'est carrément la journaliste qui est obligée de se taper tout le travail administratif. Donc, c'est-à-dire elle a un petit peu de temps pour son vrai boulot et puis tout le reste, elle se tape la paperasse, quoi. Il y a le bon exemple, c'est aussi nous, c'est au niveau de la Franck-Keller où avant, effectivement, quand on avait une vie plutôt où il se passait beaucoup moins de choses. On avait quelques réunions par an. C'était quelque chose. C'était vraiment on traitait les dossiers courants. Aujourd'hui, effectivement, alors on a un partenariat avec la région et on est très content de l'avoir. Par contre, c'est vrai que ce partenariat-là, qui est assez lourd, nous impose effectivement de passer énormément de temps à se réunir et à discuter, orienter, gérer effectivement cette subvention-là. Donc c'est aussi effectivement les subventions, c'est à double tranchant. C'est quand quand on met le pied dedans, effectivement, on reçoit de l'argent, mais cet argent, à un moment, il faut le gérer. Et c'est vrai que pour certaines radios, tout d'un coup, il y a des radios qui démarrent aujourd'hui ou qui ont démarré hier, par exemple, et qui se retrouvent maintenant à gérer ça. Et elles n'ont pas forcément toujours les outils pour. Je pense à une radio récemment justement qui était vraiment avide, qui a eu sa fréquence récemment, qui était vraiment avide d'apprendre des choses, parce que c'est vrai qu'actuellement, commencer à débuter dans la radio, c'est le mot est c'est un vrai bordel, quoi. Et surtout quand en général les gens qui rentrent dans la radio, c'est pas forcément toujours des gens qui viennent du milieu de la radio. C'est des gens aussi au départ qui viennent comme bénévoles, et donc on doit apprendre sur le tas à la fois à remplir de ces subventions, savoir réparer un émetteur, faire la technique, assurer la communication, assurer la gestion financière aussi. Donc c'est vrai que la radio, c'est énormément c'est vraiment un domaine où il y a tout ça en même temps. Et on a tout ça à gérer, on a tout ça à apprendre. Et quand on débute là-dedans, il faut vraiment, quand on débute, surtout si on commence à avoir une fonction d'administration, il faut apprendre tout ça sur le tas, plus des législations qui sont assez compliquées. Quand vous travaillez en relation avec le CSA, avec l'ARCEP, c'est-à-dire c'est quoi l'ARCEP? Maintenant ça a changé, c'est l'autorité de régulation des fréquences. Voilà. Et quand vous devez gérer tout ça, vous vous demandez dans quoi vous êtes tombé. Vous avez une sacrée expérience et puis vous savez de quoi vous parlez, car vous avez été pendant 14 ans le président d'une radio associative. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu l'évolution ou peut-être une régression? Non, alors j'ai pas vu au niveau. Alors on va dire au niveau liberté d'antenne, j'ai pas vu moi de régression. J'ai jamais eu on ne l'a jamais en tout cas reproché d'avoir diffusé du hardcore à 6 heures du matin, suivi par un sec derrière, ou même des fois certaines émissions, notamment je pensais à Damien Bourdieu par exemple, Bourdeau, pardon. J'ai des émissions de Damien Bourdeau qui étaient très très orientées c'est au-delà de l'érotisme. C'est vrai qu'à une certaine heure cependant. On n'a jamais été ennuyé pour ça.
Après, non, ce que je vois, c'est surtout, oui, c'est la lourdeur administrative maintenant dans une radio. À quel point ça devient, c'est compliqué, c'est lourd, et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne fait plus de radio, mais qu'on fait que de l'administratif. Alors qu'au départ, quand on a commencé à faire la radio, c'était vraiment pour faire de la création sonore, c'était vraiment pour parler dans le micro, pour communiquer ce qu'on aimait en termes de musique. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Donc oui, moi, il y a ça que je vois. Il y a aussi ce que je vois, c'est que c'est que des fois dans l'attribution des fréquences, on veut bien donner alors on donne beaucoup de fréquences aux radios associatives en zone rurale, mais par contre, au prorata, on constate que, par contre, que sur les zones urbaines, on est perdant. Alors, les zones rurales ont tout à fait le droit, bien sûr, à avoir leur radio associative, mais des fois, sur certaines zones, on touche vraiment peu de monde. Donc, oui. C'est peut-être plus facile, quand même, tout de même, de créer des fréquences en milieu rural que dans les grandes villes. C'est plus facile d'avoir une fréquence en milieu rural, effectivement, qu'en ville. Actuellement, les attributions de fréquences donnent plus souvent l'avantage aux radios privées en ville que nous, par exemple. Nos jeunes auditeurs qui ne connaissent certainement pas ou se rappellent pas les objections de conscience, les objecteurs de conscience. Ouais. Donc maintenant, il y a quand même quelque chose qui est proposé par l'État. Vous allez nous en parler. Est-ce que ça peut pas résoudre ces problèmes ou trouver des solutions? Oui, les services civiques. Effectivement, c'est ce qui a remplacé les objecteurs de conscience. En même temps, les objecteurs de conscience, certains ont pu faire de la radio grâce donc à l'objection, qui je précise, donc était une alternative au service militaire pour ceux qui ne voulaient pas porter les armes, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, c'est le service civique. Moi, je suis très très mal placé pour en parler. Ce que je vois, c'est que le service civique, maintenant, ça devient le nouvel Eldorado de l'emploi, hein, parce que pour pas mal de radios, elles se sont engouffrées là-dedans, parce qu'effectivement, c'est une main-d'œuvre qui ne coûte absolument rien du tout. C'est ça. Michael, quelle est votre position là-dessus? Oui, alors le service civique, comment ça marche? Donc effectivement, c'est service civique, ce sont des contrats donc qui s'adressent aux jeunes de moins de 26 ans, pardon. Et on en retrouve dans plusieurs secteurs d'activité, et notamment dans le radio associatif. Alors, ces services civiques, comment ça marche? En fait, il faut que la structure, donc il y a un agrément de la part de Jeunesse et Sport, ce qui permet de créer ces postes. Alors, un poste de service civique, c'est quoi? C'est 24 heures pour une durée de 6 à 12 mois environ, et pour une indemnité forfaitaire de moins de 500 € par mois. Autant dire que c'est pas énorme. Alors l'avantage pour les structures qui ont recours à ça, c'est que ça leur coûte rien du tout, puisqu'en fait l'indemnité elle est versée directement par Jeunesse et Sport, enfin par l'ASP, donc qui gère ça, donc ils versent directement l'indemnité aux jeunes. Donc aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de radios ont recours à ça. Bon, comme le disait Laurent, c'est vrai qu'il y a un petit côté main d'œuvre à bon marché. C'est limité sur certaines activités au sein des radios, cependant, non? Oui, archivage. Voilà, effectivement, puisque lorsqu'on dépose les annonces sur le site le serveur du service civique, effectivement, les annonces sont vraiment épluchées, étudiées à la lettre. Par exemple, on peut pas faire une annonce qui ressemble à du chargé de com déguisé, ou ni à de l'administrateur déguisé, puisque l'esprit, c'est pas que ça vienne donc en remplacement d'un poste qui pourrait très bien être pourvu par un contrat classique ou un CAE, mais c'est vraiment des nouvelles missions. Par exemple, ça peut être des missions un petit peu liées à l'actualité culturelle, à la mémoire, à l'archivage, à des choses autour de l'environnement. Donc c'est quand même assez ciblé au niveau des missions. On ne peut pas tout faire à un service civique. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le site de la Franc-LR pour avoir quelques infos? Alors, le site de la Franc-LR, c'est www.franc-lr.fr. Mais sinon, si vous voulez avoir vraiment des infos très ciblées sur le service civique, vous allez sur le www.service-civique.gouv.fr. Ouais. Oui, voilà. Donc, on continue donc toujours à parler donc des radios associatives. Oui, alors et sur les services civiques, finalement surtout c'est que je peux comprendre les radios qui font appel au service civique. C'est juste que je constate, c'est que voilà, au fur et à mesure, c'est surtout ça aujourd'hui, ça décrit tout à fait la situation de l'emploi dans les radios, puisque voilà, avant le service civique, c'était des emplois aidés. Les TUC, les CES. En fait, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça va être après ça finalement, quoi? C'est qu'aujourd'hui on en est, des radios, on sont obligés, si elles veulent maintenir leur emploi, si elles veulent maintenir de l'activité,
voilà, ils en sont obligés à avoir aujourd'hui des services civiques. Enfin, on se demande, mais alors demain, ça va être quoi? Ça va être des travailleurs gratuits, quoi. C'est juste ça qui, c'est surtout que voilà, quand je vois la dégradation moi, c'est la dégradation de l'emploi que je vois, surtout à travers effectivement aujourd'hui comme effectivement beaucoup de radios prennent des services civiques. Hein, voilà, c'est surtout ça. Mais heureusement, dans nos radios, il y a une richesse, sont nos bénévoles. Le bénévolat dans une radio associative catégorie A, ça peut être une excellente expérience, voir le pied à l'étrier. On apprend les bases, les rudiments de la radio. Dans le bénévolat, dans la radio, on peut tout apprendre. On peut faire de la com pour la radio, on peut faire des émissions pour la radio, de l'affichage, de la technique, de l'affichage. Donc effectivement, le bénévolat se retrouve à tous les étages et dans tout type de tâches qu'on peut retrouver dans une radio. Et puis il y a des bénévoles, ils rentrent dans une radio un jour et puis 15 ans après, ils sont toujours. On citera personne. On citera personne, non. Mais est-ce que vous êtes confronté, vous, Mickaël, dans votre rôle d'animateur fédéral, à côtoyer les bénévoles ou plus les salariés? Un peu les deux, puisque ne serait-ce qu'au conseil d'administration de la Franck-Heller, les membres sont principalement des élus, donc des présidents, qui sont donc des bénévoles par essence, mais aussi donc des directeurs salariés. Moi, j'ai rapport un peu avec les deux, pas forcément plus des salariés que des bénévoles. Since you've been gone, I have to worry. My life gone. But someday, baby, you gonna worry my life no more. So many nights I've let alone, yeah, thinking about you. No one but you. But someday, baby, you gonna worry my life anymore. All I've got to say to you, yeah, goodbye, baby. I don't care what you do. But someday, you're gonna worry my life more. C'était Snake Eaters en direct de la grande scène sur l'Écotonne, sur les ondes de l'Écho des Garrigues. Devant 3000 personnes. Donc sur les ondes de l'Écho des Garrigues à Montpellier, mais également de Radio Balade à Espéraza dans l'Aude et de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Nous les remercions. Avant cette coupure musicale qui nous a permis une respiration qui se méritait, vu la chaleur qui règne dans ce studio. Je sais pas, on est à combien à peu près là? Oh, je sais pas, je pense qu'on doit avoir un petit 39-40 avec un taux d'humidité de 97,5%. Ça tombe bien parce que nous parlions du conseil d'administration donc de la Franck-Heller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui siège à ce comité, ce conseil d'administration, les réunions qu'il y a, les différents rendez-vous que vous avez des fois même hebdomadaires? Alors, non, mensuel. Alors, chez nous, le comité d'administration s'appelle le groupe de pilotage. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe de pilotage de la Fédé? C'est tout simplement donc, le président,
Les 5 vice-présidents donc, qui représentent les 5 départements de la région, donc le trésorier, vice-trésorier, secrétaire, et également des personnes donc, issues de radio qui s'occupent de piloter divers chantiers menés par la fédération. Qu'est-ce qu'il y a comme chantier, par exemple? Comme chantier, les chantiers sont divers. On a un chantier qui est consacré donc à l'archivage, donc dont le but est de créer un site internet qui va permettre aux visiteurs de retrouver des contenus mis en ligne par les radios. Donc c'est de la mémoire des radios. Qu'est-ce qu'on a? On a un chantier qui s'appelle IGC, donc Intérêt Général Culturel, donc qui propose des annonces autour des manifestations culturelles pendant l'été, un agenda culturel et également des magazines sur ces mêmes manifestations. Sans oublier surtout les gros chantiers, c'était la mémoire aussi. Donc différents chantiers, différentes mémoires. Donc ça avait commencé avec les mineurs, suivi donc des sports et jeux traditionnels. Ouais aussi, mais surtout les rapatriés espagnols. Les républicains. Les rapatriés, c'est maintenant. Voilà, les républicains espagnols de la rue Tirada. Et là, actuellement, nous sommes en train de travailler donc sur un projet documentaire, donc sur la mémoire des rapatriés d'Algérie. Et là, vous produisez des coffrets, vous faites intervenir des témoignages des musiciens, des gens qui sont interviewés, donc qui ont une parole à donner par rapport à ce qu'ils ont vécu ou ce que leur famille a vécu, parce que des fois c'est des descendants. Et donc tout ceci donc est mis en musique. C'est pas une interview, c'est vraiment un recueil de paroles. Et c'est vraiment un des gros chantiers actuels. Ça prend combien de temps en moyenne? Un coffret? C'est très long, puisqu'il y a tout le travail préparatoire, notamment d'écriture, de ciblage des témoins potentiels. Puis après, il y a aller voir les témoins pour recueillir leurs témoignages. Et c'est des gens qui ont eu des formations justement sur la collecte mémorielle. Parce que très souvent, on accuse un peu les radios associatives de faire de l'amateurisme, de l'à peu près, que c'est pas comme nous là, par exemple. Professionnel. Nous c'est très sérieux. Non, c'est vrai, c'est des gens qui ont été, qui ont chacun, ils ont eu une formation en lien justement avec, comment collecter de la mémoire. On n'est pas là, c'est vraiment, on n'est pas dans le mode interview, c'est vraiment la collecte de mémoire. Donc il faut vraiment laisser parler les gens, quoi. Il faut apprendre à se taire et à laisser parler les gens. Donc c'est vraiment un vrai travail, ça aussi. Si les différents auditeurs quittent le site www.ecodegaric.com et qui se rendent sur le site de la Franc-LR, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Sur le site de la Franc-LR, on peut trouver diverses informations relatives à la vie de la fédération et de nos radios, mais également on peut trouver en ligne diverses productions de la fédération. Donc, des magazines culturels, des magazines un petit peu plus locaux, comme un magazine qu'on réalise avec le Conseil général du Gard qui s'appelle Vue du Gard, et toutes ces productions mémorielles dont parlait Laurent. Et donc dernièrement, on a mis en ligne la production sur mémoire des sports traditionnels en Languedoc-Roussillon. Alors juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur ces projets mémoriels, il faut savoir que l'objectif est double. Donc une fois ces coffrets produits, les épisodes sont diffusés sur nos radios, mais également donc les coffrets sont mis à disposition dans les bibliothèques de la région, également dans les établissements scolaires. Et c'est un très bel objet en plus. C'est un très bel objet, puisque nous avons une graphiste, Anaïs Bello, qui fait un super boulot graphique là-dessus. Et voilà, donc le but, c'est de rendre cette parole publique et de garder la mémoire des intervenants. Par exemple, cette année, ou l'an passé plutôt, pour les sports et jeux traditionnels, il y a une version en français, et puis vous avez également à côté fait une version en langue régionale, que ce soit le catalan ou l'occitan. Pas en catalan, on a une version occitane de ce coffret qui nous a été demandé par la région. Et du coup, voilà, nous avons les deux à disposition, en français et en occitan. Il n'y a pas des sports et des jeux traditionnels Si, certainement, mais la région nous l'a commandé en occitan. Mais c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que tout ce travail-là, qui est donc une masse de travail vraiment importante au niveau de la fédération, nous a finalement obligés à prendre une personne, un permanent. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Mickaël, parce que c'est vraiment une nécessité, parce que chaque radio envoie, on va dire entre guillemets, à la fédération des personnes qu'on peut appeler personnes ressources ou autres. Mais c'est des gens qui sont élus, mais c'est en général, c'est vrai que ces personnes-là qui sont en charge de ce travail-là.
c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, la charge de travail est quand même assez importante, même très très importante, et on peut pas compter que sur les bénévoles de la Franquella. Il fallait vraiment passer par une personne embauchée à temps plein pour assurer ça. Et c'est vrai qu'aussi que le travail de Michael est très important dans le sens où en plus c'est lui qui est c'est lui qui assure en fait la communication entre les radios. C'est vraiment c'était au départ la mission importante, c'était vraiment qu'il y ait une personne qui puisse assurer comme ça, qui puisse être en triangulation avec les radios. Et déjà envoyer les informations et puis aussi faire connaître aussi les radios parce que et Michael, répondre à leurs attentes aussi. La preuve aujourd'hui, vous passez 24 heures à l'écho dans le cadre de l'écotonne. Je vous remercie. Une petite question indiscrète avant de se séparer parce qu'il me semble qu'on approche de la fin, oui, non ? Tout à fait, il me semble. Vous veniez d'où avant la radio ? La radio ? Non. Avant la radio, je viens du secteur du théâtre tout simplement, parce que j'ai travaillé dans des compagnies théâtrales sur le domaine administratif et actions pédagogiques et culturelles. Merci Michael, merci Laurent. Merci. Et merci à Frédéric Jalade qui a réalisé cette émission et bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir. Lost my woman. I've almost lost my mind.